Ah, les îles européennes. J'en ai arpenté 80 et presque toutes m'ont laissé bon souvenir. Pas facile donc, tant la concurrence est grande, de dresser un top 10 des meilleures îles européennes ou randonnées en itinérance. C'est pourtant ce que je vais essayer de faire, et avant de me lancer, je vais un peu circonscrire le panel d'îles dans lequel je piocherai mes préférés. En premier lieu, je vais me cantonner aux îles géographiquement européennes, en étendant la zone jusqu'aux Canaries. J'exclus donc les îles lointaines de l'ancien empire colonial français, notamment la Réunion. Deuxièmement, et plus important, j'ai décidé d'écarter des îles à considérer celles qui me semblent trop vastes, celles où l'on peut marcher des semaines sans voir la mer, et où l'expérience vécue s'approche un peu de celle qu'on vit sur le continent. Si on classe les îles d'Europe par leur grandeur, il y a un gouffre entre les trois premières, de dimensions comparables, à savoir la Grande-Bretagne, l'Islande et l'Irlande, et les deux suivantes, donc la Sicile et la Sardaigne. Par la taille, l'Irlande, au troisième rang, avec ses 85 000 km², est 3 fois et demi plus grande que la Sicile, quatrième avec ses 25 000 km². Et cette différence d'échelle ne m'étonne pas, car dans les faits, il y a eu pour moi une différence de ressenti lorsque j'ai marché sur ces deux îles. En Sicile, comme en Sardaigne, j'ai vécu une expérience insulaire. Et pas en Irlande, ni en Islande d'ailleurs, et encore moins en Grande-Bretagne. J'exclus donc ces trois îles de mon classement. Toujours pour des raisons de taille, un top 10 des îles d'Europe ou randonnée s'est rapidement dégagé car j'ai écarté très vite la majorité des îles où j'ai vadrouillé. Souvent géniales, mais trop petites, et ne proposant donc que des boucles ou des traversées d'1 à 3 jours maximum. Ce qui leur donne moins de valeur qu'une île plus vaste, moins grandiose dans ses meilleurs endroits, mais proposant des marches d'une semaine ou plus. Bref, une véritable randonnée itinérante. C'est pourquoi par exemple j'ai mis à la 10e place la Sardaigne, alors que sur 1 ou 2 jours de marche, j'ai préféré bien des séquences dans des îles beaucoup plus petites, qui méritent une mention avant d'entamer le véritable classement. Il y a d'abord les îles de l'archipel croate de Dalmatie, en tête desquelles celle de Krk, pleine de petites sections de sentiers dans un univers très minéral mais sans qu'aucune n'offre un vrai trek prolongé. Il y a aussi l'île de Gozo, à Malte, la plus surprenante où j'ai marché car aucun balisage n'a été mis en place pour diriger les marcheurs. Et pourtant il existe bel et bien un superbe sentier côtier, permettant de faire le tour en 2 jours de son littoral désertique aux falaises spectaculaires. Il y a bien sûr les îles bretonnes dont j'ai parlé dans mon top 7 sur les coins de randonnée bretons, et les îles égéennes de mon top 10 récent, notamment les îles majeures des Cyclades. Mais aucune n'a la dimension pour rivaliser avec les îles plus vastes ou montagnardes que je vais mentionner aujourd'hui. Il y a les îles norvégiennes de l'archipel des Lofoten, aux pics grandioses, peut-être les plus photogéniques d'Europe par beau temps, mais petites elles aussi et aux sentiers si boueux ou pris par la neige, même en plein été, que la marche là-bas s'apparente plutôt à un parcours du combattant. Personnellement, j'en ai trop bavé pour les conseiller aux randonneurs itinérants. Mieux vaut y faire un road trip avec quelques balades à gauche à droite dans les coins les mieux aménagés. Il y a les îles éoliennes, avec leurs volcans encore en activité, mais elles aussi très petites. Enfin, il y a la plus belle petite île d'Europe à mes yeux, Capri. En Italie, bien sûr. On en fait le tour en une journée seulement, mais quelle journée les amis! Inoubliable. La section sur les parois de la côte sud est l'une des plus belles que j'ai pu vivre en bord de mer. Bref, il y a plein de petites îles que j'ai mis sur la touche, mais qui seraient entrées dans le classement. Et si c'était un top 15, j'aurais pu mettre par exemple Moskenesoy des Lofoten à la 15e place, puis Gozo, Belle-Île-en-Mer, Amorgos et enfin Capri en 11e place. Maintenant, place au vrai top 10. Et comme je vous le disais plus haut, j'ai calé en queue de peloton la Sardaigne, l'une des 2 plus grandes îles de la Méditerranée, juste derrière la Sicile. Un mot sur la Sicile d'ailleurs, que j'ai exclu du top 10 malgré son réseau de chemins autour de l'Etna et quelques coins sympathiques dans les Madonie ou les monts Péloritains. Car le reste de l'île est littéralement sevré de sentiers, les pistes boueuses hors saison, la chaleur insupportable en saison, et les villes et leurs alentours particulièrement sales. J'ai préféré la Sardaigne malgré une relative déception lors de ma traversée de février 2022. Déception liée au peu d'intérêt de la seconde moitié de mon trek dans les collines du sud-est de l'île. Mais j'ai tout de même beaucoup aimé la Sardaigne grâce à ses massifs centraux, le Gennargentu et surtout le Supramonte. Ce dernier est zébré de sentiers, certains en fond de vallée, d'autres comme celui que j'ai emprunté sur des crêtes calcaires grandioses aux pentes brutales et aux revêtements très exigeants. De plus, j'ai ignoré lors de mon passage les massifs et côtes du sud-ouest de l'île, qui m'ont l'air bien prometteurs si j'en crois les cartes, et enfin il y a à l'est du Supramonte, sur le littoral, un parcours à cheval entre la randonnée, l'escalade et l'alpinisme, le Selvaggio Blu, qui est considéré par les amateurs de sensations fortes comme le plus relevé dans le domaine en Europe. C'est pour toutes ces raisons que je ne pouvais pas omettre la Sardaigne de mon classement, et aussi pour l'un des plus sympathiques refuges non gardés méditerranéens où j'ai dormi, l'abri en bois construit au sommet du Monte San Giovanni, au sud du Supramonte. Ne manquez pas d'y bivouaquer si vous passez dans le coin. À la 9e place, une place que certains jugeront haute pour une île sans montagne, j'ai choisi Minorque, la 2e île des Baléares derrière Majorque. Pour moi, cette position est légitime car c'est tout simplement devant Capri, Gozo et Belle-Île-en-Mer, l'île par excellence dont on peut faire le tour intégral par la côte.
grâce à un sentier des douaniers de presque 200 km. Ce sentier, le GR 223, nommé également chemin des cavaliers, est balisé avec soin et ne quitte presque jamais le littoral, si ce n'est pour un détour de temps en temps dans une colline intérieure de l'île. Et il est plutôt exigeant, voire impitoyable dans sa moitié nord, où l'on doit marcher plusieurs jours sans source d'eau. Ailleurs, c'est moins le cas, on traverse même deux grandes villes plutôt classes, Mao et Ciutadella, et malheureusement aussi quelques stations balnéaires interminables vers l'ouest, stations où règne une odeur de mort hors saison. Pour le reste, Minorque c'est une sorte de super belle île méditerranéen, et à l'instar de cette dernière, son littoral est très varié. Au sud, des criques paradisiaques, à l'ouest, une côte sauvage, au nord, des falaises colorées et étonnantes, et à l'est, des collines plutôt verdoyantes. De quoi vous occuper une bonne semaine à rythme intense. Du 8e au 6e rang, j'ai placé 3 îles dans le même tiers, 3 îles de taille moyenne mais au paysage sidérant de beauté. 2 d'entre elles sont situées dans le même archipel d'ailleurs, les Canaries. Et en premier, je vais évoquer La Palma. Elle n'est pas très grande, La Palma, puisqu'elle fait 30 km de large et 50 de long. Pourtant, elle renferme de très hautes montagnes, et plus précisément un volcan énorme, dont la caldeira s'élève à 2500 mètres. C'est un truc de fou. Il y a des tas de sentiers balisés sur les pentes de ce volcan, mais le meilleur est pour sûr, et sans surprise, celui qui suit naturellement la crête principale, en partant de l'ouest de l'île, près de Los Llanos de Aridane, et en terminant à sa pointe sud. Il vous accaparera à peu près 3 jours à gros rythme, et tout du long vous dominerez des parois verticales qui atteignent à l'intérieur du cratère les 2000 mètres d'altitude. C'est vraiment du grand spectacle. Dommage qu'une route permette aux touristes d'accéder directement au sommet, site qui perd de ce fait un peu de sa magie. Par contre, la partie orientale et méridionale de la caldeira est complètement sauvage. Rien ne perturbe alors la contemplation, et plusieurs refuges non gardés permettent de passer la nuit au chaud, dont l'incontournable Refugio Punta de los Roques, le meilleur des Canaries à mon goût. Juste devant La Palma, j'ai placé une île voisine des Canaries de taille similaire, La Gomera. Sur le papier, La Gomera paraît moins grandiose que La Palma car elle plafonne à 1500 mètres, mais au final, elle m'a encore plus plu, car son relief est particulièrement marqué. Elle a d'ailleurs une conformation étrange. Au-delà des 1000 mètres, elle est partiellement boisée. À mi-hauteur, c'est l'aridité qui domine, et des parois verticales complètement minérales. Et au fond de vallée très encaissée d'ailleurs, on évolue dans une végétation luxuriante dominée par des cactus et des palmiers de toutes sortes, dont c'est l'habitat endémique. Un biome vraiment photogénique, et les sentiers le sont tout autant, car si vous optez pour le tracé qui nous a permis de traverser l'île, mon frère et moi, en 3 jours, et que je mets en description, vous suivrez pendant des kilomètres des voies pavées magnifiques, intactes, et qui s'inscrivent parfaitement dans les paysages. Il n'y a pas beaucoup de coins en Europe où elles sont si bien maintenues dans la longueur. Le top pour les amateurs de beaux chemins. À la 6e place, je vais évoquer une île aux dimensions similaires à celle de La Gomera, mais située à l'autre bout de l'Europe, tout au nord. En fait, c'est la seule île de ce top 10 qui ne soit ni tropicale ni méditerranéenne, puisqu'il s'agit de l'île écossaise de Skye. Elle est très prisée des randonneurs, trop peut-être d'ailleurs, comme en témoigne l'érosion de certains sentiers, mais cette réputation est légitime car elle possède 2 sites légendaires, 2 hauts lieux de la marche, l'un au sud et l'autre au nord. Au sud, il s'agit d'un volcan surgissant 1000 mètres au-dessus de la mer, le Cuillin. Il est entouré de landes celtiques colorées, mais si on le considère en lui-même, on se croirait plutôt dans le Mordor, du fait de ses roches basaltiques noires et de ses parois abruptes. Au nord, l'autre zone célèbre de Skye est encore plus iconique, puisqu'il s'agit de la péninsule de Trotternish. En fait, une crête herbeuse de 30 km qu'on peut suivre tout du long du haut des falaises. Au début de la péninsule, un monolithe de 55 mètres de hauteur, l'Old Man of Storr, est l'un des sites les plus visités de Grande-Bretagne, et la foule s'y presse toute l'année. Mais si vous poursuivez sur la crête, les paysages demeurent sublimes, et les touristes disparaissent progressivement. Et le final dans le nord est si photogénique qu'il illustre la couverture du livre 1001 randonnées qu'il faut avoir faites dans sa vie. Un de mes livres de chevet, et j'ai d'ailleurs tenté de reproduire la photo avec un succès mitigé, comme vous pouvez le voir. Mon frère et moi avons arpenté séparément lors d'un road trip le Cuillin puis la pointe de Trotternish, mais l'idéal pour moi c'est d'inclure leur découverte dans une traversée complète de l'île, qui peut au moins vous occuper 4 ou 5 jours. C'est un tracé de haut vol, si toutefois le ciel vous laisse tranquille, ce qui est beaucoup demandé en Écosse. Et à ce sujet, pour mettre toutes les chances de votre côté, je vous conseille de partir au printemps, en mai, car c'est le mois le moins pluvieux de l'année. Les températures sont déjà correctes, et les midges, ces nuages de moustiques qui terrorisent les randonneurs en été, ne sévissent pas encore. Voilà pour les places 10 à 6, et avec le top 5, on franchit plusieurs paliers d'un coup, puisque je vais évoquer 5 îles plus vastes que les 3 précédentes, et dont la traversée vous occupera au moins une semaine à gros rythme. Entre ces 5 îles, difficile pour moi d'établir une hiérarchie, mais j'ai finalement opté pour un classement qui en surprendra certains, car j'ai donné la médaille de bronze à une île qui pour beaucoup mériterait l'or. Mais parlons d'abord de l'île que j'ai placée au 5e rang, et il s'agit une fois de plus d'une île des Canaries, la reine de l'archipel, Tenerife. Si on jugeait Tenerife seulement au prisme de la grandeur de ses montagnes, de la densité de son réseau de sentiers, et de la douceur de son climat, même en hiver,
elle pourrait largement être en tête du classement. Mon vlog de la semaine prochaine témoignera de sa beauté, de la variété de ses paysages aussi, en même temps volcaniques, tropicaux, tempérés. Et le tracé ultime que je proposerai la semaine suivante est un must de la marche insulaire. En 10 jours et 200 bons kilomètres, il traverse 3 massifs grandioses et contrastés. À l'ouest, le Téno, avec sa crête verdoyante, à l'est, l'Anaga et ses parois vertigineuses, enfermant des vallées aussi profondes qu'étroites, et au centre, le massif roi, le Teide, une caldeira volcanique improbable dont l'immense plateau est perché à plus de 2000 mètres et dont le sommet tutoie carrément les 4000. Alors pourquoi une 5e place seulement? Parce que sur Tenerife, rien n'est fait pour favoriser la randonnée itinérante. Au niveau des bivouacs par exemple, l'île n'offre presque aucun refuge non gardé, ou même gardé. Le camping sauvage est interdit partout, ce qui oblige à trouver des coins discrets pour dresser sa tente chaque soir, et on galère à les trouver ces coins car c'est une île très rocailleuse et soumise au vent. Deuxièmement, le ravitaillement en eau et en nourriture dans la partie centrale est très épineux. Enfin, pire encore, depuis 2024, il faut obtenir un permis pour gravir la pyramide proprement dite du Teide, par l'un des 3 sentiers partant de la caldeira. Bien irritante cette autorisation, car elle impose une plage horaire assez précise pour passer au point de contrôle près du sommet, alors qu'un randonneur itinérant ne connaît jamais à l'avance le rythme qu'il suivra et le moment où il attaquera le Teide, situé au milieu du parcours après 3 à 4 jours de marche. Et puis, il faut payer ce permis, dont le principe même brise en su l'esprit de liberté qui est à la base de la marche au long cours. Et de toute façon, même avant l'instauration de cette règle, le passage au sommet du Teide manquait de charme, car un téléphérique à la con permet aux non-marcheurs d'accéder sans souci au chemin en balcon situé sous le sommet, à 3600 mètres d'altitude. Toujours frustrant de se retrouver au milieu d'une foule après cette farcie 2000 mètres de dénivelé positif à la loyale. C'est toutes ces barrières placées sur la route des marcheurs au long cours qui m'incitent à placer Tenerife seulement 5e. Par contre, pour des marches à la journée ou en étoile dans l'Anaga, elle est parfaite. La 4e place va à une île aussi contrastée, à savoir la Crète. La Crète, c'est une île très allongée, plus de 250 km de longueur, alors qu'elle mesure rarement plus de 50 km de large. Et bien que je ne m'y sois rendu qu'une fois, en novembre 2022, je la connais bien pour l'avoir traversée intégralement d'ouest en est, accomplissant au passage le trek le plus long qu'on puisse imaginer sur une île méditerranéenne. 3 semaines pour 500 km de marche, et 500 km très costauds, car c'est une île très montagneuse. La Crète compte en effet 3 massifs dépassant les 2000 mètres, et celui de l'ouest, les Lefkaori, les montagnes blanches, c'est le point fort de l'île, et à mes yeux la plus étonnante chaîne insulaire d'Europe, mais également la montagne calcaire la plus épurée, devant les cimes balkaniques du Pirine ou du Preigne, devant les Dolomites, devant même les pics d'Europe en Asturie. Je n'oublierai jamais mes 2 jours de marche là-haut, sur un terrain lunaire purement minéral. Et il faut ajouter à ce plateau sommital les immenses gorges qui plongent vers la mer au sud des montagnes blanches. L'une d'entre elles, la gorge de Samaria, est peut-être la plus célèbre du genre en Europe, mais le massif en compte une douzaine d'autres au moins, dont beaucoup empruntables à pied. Pour couronner le tout, on trouve au bas des montagnes blanches un sentier côtier de 60 km, entre Paleorrota et Rolascafion, qui compte parmi les plus spectaculaires en Europe, avec des chemins en bord de falaise qui incluent parfois des ascensions de presque 500 mètres. Autre point fort de la Crète, ses nombreuses chapelles, à l'intérieur desquelles ou au bord desquelles on peut passer la nuit, mais aussi quelques refuges non gardés dans les Lefkaori ou la montagne centrale, le mont Ida. Le climat est si favorable qu'on peut marcher en haute montagne dès mai et jusqu'à novembre, comme je l'ai fait sans avoir à affronter la pluie, donc la neige dans les hauteurs. Enfin, il faut dire qu'on y mange très bien et pas cher. Ceci dit, du point de vue de la randonnée itinérante, l'île a aussi de gros défauts. D'abord, les 2 autres grands massifs ne valent pas et de loin les Lefkaori. Celui de l'Ida, le central, le plus haut de l'île, n'est balisé que très théoriquement par le 4. J'ai beaucoup bataillé hors sentier sur un terrain très éprouvant. Presque le même topo à l'est au mont Dicté. Et les transitions entre les massifs sont plutôt poussives, avares en chemin, on avance presque que sur des pistes, voire l'asphalte. Enfin, les villages manquent terriblement de charme en comparaison de ceux des archipels voisins, dans les Cyclades ou le Dodécanèse. Voilà pourquoi je cantonne la Crète à la 4e place. J'en reparlerai dans 4 semaines en racontant comment je l'ai traversée et en suggérant le meilleur tracé à y effectuer selon moi. À la 3e place, j'ai commis un petit blasphème en choisissant une île que beaucoup considèrent comme la plus belle du monde et qui possède en plus le sentier de grande randonnée le plus célèbre d'Europe, le GR20. Vous l'avez deviné, je parle de la Corse, que 9 randonneurs sur 10 placeraient en tête d'un tel classement. Alors objectivement, ils ont peut-être raison, elle est splendide dans sa totalité, au plan naturel comme patrimonial, sur les côtes comme en montagne, et même en haute montagne, puisque ses plus hautes cimes dépassent les 2500 mètres. De plus, elle fourmille de voies balisées dans la longueur, et pas seulement le GR20, puisqu'il y a aussi le Mare a Mare, le Mare a Monti, et de nombreux sentiers côtiers, par exemple dans le désert d'Agrigente.
Et le GR20 lui-même mérite sa réputation en termes de beauté comme d'exigence. Sa moitié nord est une véritable vacherie. Alors pourquoi seulement une médaille de bronze ? Il y a peut-être un peu de ressenti subjectif irrationnel, mais également je pense des faiblesses objectives en Corse sur le plan de la randonnée itinérante. Et d'abord, comme à Tenerife, une absence complète de refuges non gardés, doublée d'une interdiction du camping sauvage qui oblige à redoubler de discrétion dès qu'on pose sa tente. Il y a aussi des sentiers parfois décevants hors du GR20. Et ce GR20, on ne peut en profiter à fond car il est saturé de marcheurs en saison et impraticable hors saison, au vu de l'enneigement, au-delà des 2000 mètres. Cette inaccessibilité hors saison des principaux massifs de l'île, c'est peut-être l'élément décisif qui m'a amené à la placer seulement 3e, car les 2 premières sont explorables même en plein hiver, et pas autant prisées des randonneurs. Ceci dit, la Corse est sur le podium, signe que je l'adore tout de même, et je raconterai dans 3 semaines ma traversée de l'île, pourquoi le tracé que j'ai suivi était imparfait et celui que je proposerai à la place. Quelles îles ai-je donc pu placer devant la Corse ? Eh bien 2 îles très différentes, mais que je considère à égalité au sommet de ma hiérarchie personnelle. S'il faut faire un choix, je donne la médaille d'argent à Majorque. Pour moi, la reine des îles méditerranéennes au plan de la randonnée itinérante. Elle n'est pas si grande, ok. Sa partie sud est plate, construite, ok. Mais parlons de sa partie nord et du massif qui l'occupe, la Tramuntana. Connaissez-vous dans les îles ou sur le continent un massif de moyenne montagne plus charmant, plus doux en termes de climat en basse saison, plus généreux en panorama sur la mer, plus truffé de sommets, de villages authentiques, mais surtout de sentiers enchanteurs. C'est un vrai dédale. Et ces chemins mallorquins, quelle classe dégagent-ils, surtout ce pavé en pierre sèche. Ils ont donné son nom au GR221, la route en pierre sèche, ce parcours officiel qui traverse la Tramuntana d'Andratx à Pollença. Le souci à Majorque, c'est que beaucoup de sentes et de crêtes sont interdites d'accès, soit parce qu'elles sont incluses dans des propriétés privées bien clôturées, soit parce qu'elles sont réservées aux chasseurs ou sujets à controverse. D'ailleurs, même certaines sections du GR221 étaient jusqu'à peu contestées et sabotées par les chasseurs et propriétaires locaux. Et le tracé du GR221, du fait de ses limites, ignore toujours bien des coins sublimes de l'île. Mais c'est une limite que j'ai résolue en concevant au fil de mes 3 traversées un itinéraire ultime que j'ai testé avec succès en 2025, après avoir suivi le GR221 en 2017 et un tracé personnel plus perfectible en 2022. Ce tracé ultime de 150 bons kilomètres et 7000 mètres de dénivelé, que je viens d'effectuer, permet en une semaine environ de traverser intégralement l'île depuis son village le plus occidental, Port d'Andratx, jusqu'à son village le plus oriental, Cala de Vicens, en évoluant 80% du temps sur des sentiers et en passant dans tous les coins iconiques de l'île, ses plus belles cités, gorges, crêtes, côtes et tous ses sommets majeurs. Il est très exigeant et demande quelques passages par des passes acrobatiques ou des propriétés privées, mais si vous suivez les conseils que je prodiguerai dans la vidéo que je publierai dans 5 semaines, vous n'aurez aucun problème à arpenter de bout en bout le tracé insulaire le plus audacieux que j'ai jamais élaboré. Dans 6 semaines, je publierai un vlog de ma propre expérience sur ce parcours qui vous donnera une idée de sa beauté. Bref, Majorque est pour moi l'île méditerranéenne par excellence où marcher en itinérance. Mais une île du grand large légal, voire la surclasse, à savoir Madère. Si je devais juger Madère du point de vue de la taille, du patrimoine architectural, du farniente, de la bonne vie et même du climat, pour sûr elle serait loin derrière des dizaines d'autres îles, notamment méditerranéennes. Mais ici on juge les îles d'un unique point de vue, la randonnée itinérante. Et dans le domaine c'est pour moi la meilleure, c'est le paradis des marcheurs. Et d'abord car c'est une montagne abrupte, striée de gorges profondes de 1000 mètres, verticale et minérale dans sa partie centrale, verdoyante dans le reste de l'île, je devrais même dire luxuriante car c'est une véritable jungle tropicale qui occupe le fond des vallées les plus encaissées qu'on puisse imaginer. Ce combo de végétation tropicale et de pentes raides pourrait rebuter car on s'imagine des montagnes hostiles, impénétrables. Et pourtant il en va autrement grâce à un élément unique en Europe, les levadas. Ces voies d'irrigation autrefois bâties par les Portugais pour transférer l'eau des cimes de l'ouest de l'île vers les vallées plus arides de la côte et de l'est. Ces levadas serpentent presque à plat jusqu'au cœur des montagnes et on peut systématiquement les longer à pied sur une sente étroite en dominant au passage d'immenses fonds de gorge de 500 mètres et plus. On peut même emprunter plusieurs tunnels perçant la montagne, parfois longs de plusieurs kilomètres, en se repérant avec une lampe frontale. Ainsi progressons dans l'ouest de l'île, mais aussi un peu à l'est, et au centre, on surgira soudainement de la jungle pour suivre une arête purement minérale sur l'un des sentiers de crête les plus spectaculaires d'Europe. Enfin, il y a sur la route de nombreuses sources et spots de bivouac, mais aussi pas mal d'abris, quelques refuges non gardés, mais surtout des barbecues couverts sur les aires de repos. A noter que les chemins sont partout parfaitement indiqués et entretenus. Pour moi, on tient ici le meilleur balisage insulaire du continent. Cependant, ces sentiers marqués sont éclatés, il n'y a pas de voie balisée continue qui traverse toute l'île. Problème que j'ai résolu en élaborant un tracé ultime pour la parcourir d'ouest en est, d'une pointe à l'autre.
un itinéraire sans temps mort que j'ai parcouru avec mon frère en mars 2020, que j'affiche ici, et sur lequel je reviendrai dans une vidéo que je publierai dans cette semaine. Il est moins exigeant, moins téméraire que celui de Majorque, car vous suivrez tout du long des centres balisés, sans braver la loi, mais il est aussi, voire plus enchanteur, et vous réserve peut-être la meilleure semaine de marche qu'on peut imaginer sur une île européenne. Voilà donc terminé mon top 10 que je vous rappelle de la 10e à la première place. La Sardaigne, Minorque, La Palma, La Gomera, Skye, Tenerife, la Crète, la Corse, Majorque et en tête Madère. A la semaine prochaine pour mon premier vlog relatant ma traversée de Tenerife.